Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Tout compte fait, consacré aujourd'hui à ces Français qui se retroussent les manches pour sauver notre patrimoine. Églises, châteaux et même usines, nous le verrons, grâce au financement participatif, des citoyens se mobilisent pour faire revivre nos trésors. Sommaire. Le patrimoine, c'est un sujet qui touche les gens. On est dans un monde où la subvention vit ses dernières heures. Ça, c'est taillé, ça, c'est pas taillé. On va entrer maintenant dans une des seules abbayes décapotables du monde. Vous y avez cru, hein? Je saute pas à moins de 25 000 euros. À 23 ans, vous avez un château. Bah oui, c'est comme ça. Vous voyez l'état de la chaise après 2 siècles dans les cuisines. Pour la visite, messieurs, dames, si on n'avait pas nos 35 000 entrées par an, nous n'avons aucune fortune et on serait absolument incapable d'assurer la grosse charge de ça par jour. Le financement participatif serait-il devenu la solution miracle pour sauver notre patrimoine? En tout cas, depuis quelques années, le système a explosé. On appelle cela le crowdfunding, vous en avez sans doute déjà entendu parler. C'est une forme de mécénat nouvelle génération. Du Louvre au Panthéon, en passant par la rénovation d'une église de village, sur Internet, les appels aux dons se multiplient et rencontrent un vif succès. Alors, qui sont ces donateurs au grand cœur et ces plateformes? Grand reportage sur un phénomène avec Lise Thomas-Richard. Caché dans ce sac de toile, un trésor national estimé à 1,5 million d'euros. Ce matin, il quitte les coffres d'une célèbre maison de vente aux enchères pour une visite discrète à la Bibliothèque nationale de France. Voici le bréviaire de Saint-Louis de Poissy, un recueil de chants religieux qui date d'avant l'imprimerie. 600 feuillets écrits et dessinés à la main qu'il faut manipuler avec la plus grande délicatesse. C'était une commande du roi Philippe le Bel en souvenir de son grand-père, Saint Louis. Ces enluminures ont plus de 700 ans. C'est une émotion intense parce que c'est la 3e fois que je le vois. À chaque feuillet qu'on tourne, on découvre de nouvelles scènes. L'imaginaire, les petits personnages qui meublent les marges est absolument inépuisable. Le manuscrit appartient à un propriétaire privé. Si la BNF ne réunit pas les fonds, il risque d'être revendu à un collectionneur et peut-être quitter la France. Alors en plus de solliciter les entreprises, ces mécènes traditionnels, la BNF a lancé un appel aux dons sur Internet et espère récolter 300 000 euros. L'homme derrière cette initiative et qui surveille attentivement la collecte, c'est Bruno Racine. C'est la 3e fois qu'il sollicite monsieur et madame tout le monde pour acquérir un manuscrit. Nous avons déjà plus de 1200 personnes. Vous voyez, la liste commence à devenir impressionnante et je pense qu'elle va continuer à s'accroître, à s'allonger jusqu'à la fin de la souscription. Ce serait très compliqué pour nous de finaliser l'opération sans cet apport. On espère que l'apport du public, ça représentera 1/5 ou 1/4 du montant total, donc ce n'est pas marginal. Le financement participatif au secours du patrimoine, oui. Il fallait y penser. Car aujourd'hui, l'institution n'a plus honte de faire appel aux particuliers pour mettre la main à la poche. Le musée d'Orsay a été l'un des premiers. Le Panthéon aussi pour ravaler sa façade. Et même le Louvre, le plus riche des musées, a lancé son opération Tous mécènes. Grâce à l'aide du public, le musée a notamment acquis ce tableau, Les 3 grâces du maître allemand de la Renaissance, Cranach. L'opération a également permis la restauration d'un symbole du Louvre. En 2013, une statue antique de plus de 2000 ans, la fameuse victoire de Samothrace. En échange de leur argent, les donateurs se voient offrir une visite privée dans un Louvre désert ou la chance de voir leur nom affiché dans les galeries, non loin de ceux des plus grands mécènes. Malgré la crise, les Français n'ont jamais été aussi généreux avec leur patrimoine. Il faut dire qu'avec les plateformes de crowdfunding comme Ulule, KissKissBankBank ou encore My Major Company, donner n'a jamais été aussi simple. En quelques clics, des milliers de projets en attente de financement s'offrent partout en France. À l'heure où l'État fait des économies,
et coupe dans le budget de la culture, ce mécénat populaire est une aubaine, spécialement pour les petites communes. Dans le nord de la Bourgogne, un monument du XVe siècle abandonné à la végétation. Le château de Rochefort aurait pu totalement disparaître sans une bande de joyeux bénévoles. Fais gaffe parce que ça descend quand même vachement là. Lâche pas. Depuis une dizaine d'années, les membres de cette petite association consacrent tout leur temps libre à sa sauvegarde. On garde les pierres. Les pierres taillées. Taillées. Donc là par exemple ça. Ça c'est taillé, ça c'est pas taillé. Le château de Rochefort est constamment vandalisé. Alors pour mettre ces plus belles pierres à l'abri, les bénévoles les classent et les ramassent sans relâche. Mais avant de reconstruire, encore faut-il pouvoir reconstituer le puzzle. Une corniche comme ça en angle. Ouais, elle pouvait être en dépassement. Tourne-la. Ah, c'est peut-être les souches de cheminée. Rien ne destinait ces bénévoles à la construction. Jocelyne, par exemple, elle est infirmière. À chaque fois que je viens ici, ça me redonne un vrai coup de foudre et du coup ça redonne de l'énergie pour recommencer. Être là avec tous les gens de l'asso, c'est un bonheur. Une aventure humaine pour sauver une folie architecturale. Celle de Jacques Coitier, le médecin de Louis XI, premier habitant de Rochefort. La légende dit qu'il aurait fait fortune sur le dos de ce roi hypocondriaque. Mais depuis le XVIIIe siècle, le château a été laissé à l'abandon. Les subventions ne sont pas à la hauteur des travaux à réaliser. Et l'actuel propriétaire, un particulier, n'a pas les moyens pour s'en occuper. C'est pour cette raison que c'est l'association des Amis de Rochefort qui se démène pour trouver des fonds. Ces bénévoles ont même participé à l'émission Sauvons nos trésors sur France 2, mais ils ont perdu. Comme ils ne sont jamais à court d'une bonne idée pour récolter de l'argent, ils se sont mis au crowdfunding. Cet après-midi, ils sortent le grand jeu pour remercier leurs généreux donateurs. Et la sortie, c'est où? C'est là. Cet homéopathe s'apprête à être adoubé par l'association. Sieur Collignon des Yvelines, venez à nous. Chevalier de la tour du château de Rochefort. Selon le montant de leurs dons, ces particuliers reçoivent un titre. Gueux pour 20 €, chevalier pour 200, dame de Rochefort et seigneur au-delà des 500 €. Seigneur de la tour de Rochefort. Les donateurs vont maintenant découvrir la fameuse tour qu'ils ont en partie aidé à restaurer. Tout en haut de cet escalier à vis, l'une des plus belles clés de voûte de toute la Bourgogne. Quelque chose qui est quand même particulièrement exceptionnel, et sans vous, on l'aurait perdu. Merci à vous. Ces donateurs ne connaissaient du château que quelques images sur Internet. Ouais. Mais ils n'ont pas hésité à mettre la main à la poche. Pour tous pour Rochefort. Et comme ça. J'aime bien les châteaux et puis je me suis dit que si je peux contribuer, même par une petite somme, c'est une bonne action, quoi. Avant de laisser partir ces donateurs, Bruno tient à leur montrer le prochain chantier, le logis seigneurial et ses magnifiques cheminées. Il doit trouver 10 000 € d'ici à la mi-novembre pour sécuriser les lieux. Voilà le nouveau chantier. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si on n'a pas trouvé les solutions, et des solutions financières pour l'essentiel, avant la fin de l'hiver, on va avoir un très très gros problème. Autrement dit, on va perdre cette partie du bâtiment. On est dans un monde où la subvention vit ses dernières heures. Donc si aujourd'hui on ne réfléchit pas à des nouveaux moyens pour financer des projets patrimoniaux ou des projets culturels, et ben demain on se retrouvera sans un sou. Pour financer cette nouvelle campagne sur Internet, l'association s'est une nouvelle fois tournée vers Ulule, la plateforme de crowdfunding numéro 1 en Europe. Le siège social est à Paris. Moyenne d'âge des salariés, 28 ans. Depuis son lancement, il y a 3 ans, le site a récolté plus de 38 millions d'euros, tous secteurs d'activité confondus. À la tête de cette start-up, Arnaud Burgot. Ce matin, il reçoit la représentante de la Fondation Vieille Maison Française,
qui parraine la collecte du château de Rochefort. Et pour l'instant, ça a plutôt l'air de bien marcher. 3 000 €, ça c'est un bon démarrage. 31% de la collecte en 4 jours. C'est plutôt, je pense que c'est un très bon démarrage. Aujourd'hui, le patrimoine a le vent en poupe. Une vingtaine. Le patrimoine, c'est un sujet qui touche les gens, parce que souvent, c'est des lieux qu'ils connaissent, c'est des lieux qui sont dans leur région ou à côté de chez eux, et en fait, dès qu'il y a un impact local, les projets de crowdfunding qui ont un impact local sont des choses qui fonctionnent bien. Ça fonctionne et ça rapporte. Arnaud Burgot prélève 8% du montant des projets qui ont réussi à obtenir leur financement. Tout son intérêt, c'est donc qu'un maximum de projets aboutissent. Et pour ça, la plateforme organise chaque semaine sa formation. Comment récolter de l'argent sur Internet pour les nuls? C'est pas raconter des salades, mais c'est simplement être authentique et raconter une histoire qui donne envie aux gens de vous suivre. Et deuxième point important, c'est l'implication du porteur de projet. Un seul post sur Facebook ne suffira pas. Ce site refuse plus d'un tiers des projets lorsque ceux-ci sont trop personnels. Mais toutes les plateformes sont elles aussi consciencieuses. Comment contrôlent-elles leurs projets? De gens et à tous les budgets. Pour le savoir, nous avons réalisé un test avec les 3 sites généralistes, Ulule, KissKissBankBank et le numéro 1 américain, Kickstarter. Nous allons créer un faux projet dans le vrai village de Saint-Capré. Nous inventons un monument, un prieuré et une association pour le sauver. À l'inscription, les sites ne demandent qu'une adresse et un relevé d'identité bancaire. Quelques photos trouvées sur le net. Pour le texte, du copier-coller et le tour est joué. Sur KissKissBankBank et Ulule, les 2 plateformes spécialisées dans le financement participatif, on nous demande d'améliorer notre projet. Sur Kickstarter, en revanche, notre faux projet est validé et mis en ligne quasi immédiatement. Nous avons bien sûr choisi d'en rester là. Même si les affaires d'escroquerie sont encore rares dans le domaine du crowdfunding, il vaut tout de même mieux y regarder à 2 fois avant de donner. Car les Français sont de nature très généreuse quand il s'agit de patrimoine et de vieilles pierres. Et pour peu qu'on sache faire le buzz, au pied des falaises du Quercy, le petit village de Marcillac-sur-Célé dans le Lot. 200 habitants et son abbaye bénédictine du XIIe siècle. Un patrimoine magnifique mais un peu oublié, jusqu'à l'arrivée de ce jeune curé atypique, il y a 4 ans. Alors on va entrer maintenant dans une des seules abbayes décapotables du monde, puisque vous voyez, elle est à ciel ouvert. Le petit souci, c'est qu'il y en a pour 3 millions d'euros. Le père Guillaume Souris-Laverne n'en a cure. Il est bien décidé à réveiller la belle endormie, coûte que coûte. En particulier la famille Hébrard de Saint-Sulpice. Ces bas-reliefs étaient ici, c'était une chapelle qui était masquée par les bas-reliefs. Et quand on a enlevé les bas-reliefs parce qu'ils s'abîmaient aussi, eh bien, on a découvert que derrière, il y avait des restes de fresques magnifiques. Ces fresques du XVe siècle menacent de s'effriter pour l'abbé. Il est urgent d'intervenir. Ici, il y a plus de 1200 ans d'histoire qui sont racontés. On ne peut pas, il y a une faute morale à laisser un bâtiment comme ça se dégrader, il ne faut pas. Le prêtre a élaboré toute une stratégie. Il veut acquérir un orgue pour organiser des concerts payants dans son abbaye. L'orgue coûte très cher, alors le curé a décidé de faire parler de lui. D'abord, il s'est converti aux réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Puis il s'est mis au financement participatif avec une collecte sur une plateforme chrétienne, Credofunding. L'abbé prêche même la bonne parole sur YouTube à coups de vidéos. Pour susciter des dons, il lance un défi aux internautes. Il s'engage à sauter pour la première fois de sa vie en parachute. Vous y avez cru, hein? Mais je vous ai dit, je saute pas à moins de 25 000 €. On n'est pas encore 25 000. À vous de faire sauter l'abbé. Le buzz a tellement bien fonctionné qu'un mois plus tard, c'est à 4000 mètres d'altitude que l'homme d'église s'est retrouvé, nettement moins rassuré.
Quelques secondes de chute libre et 5 minutes pour redescendre sur terre. Bien joué, Père Guillaume! Merci, Seigneur. Merci, bien joué, Père Guillaume. Vraiment bien joué. Grâce à ce moment de bravoure, le jeune abbé au smartphone a récolté bien au-delà de ce qu'il espérait. Près de 39 000 € pour son abbaye. Et dans le village, il est devenu une star. Vous n'avez pas vu la réunion publique là? Eh ben, je trouve que c'est génial ce qu'il a fait là. C'est une formidable initiative, monsieur le curé. Longue vie. Non, bravo, bravo. Allez, à bientôt. Cet après-midi, il va découvrir pour la première fois l'orgue qu'il a pu acheter grâce aux internautes. Bonjour, bonjour Gérard. L'instrument est en restauration chez ce facteur d'orgue. Donné par une paroisse anglaise, l'orgue a été complètement démonté. Chaque pièce sera parfaitement restaurée, puis remontée. Bon, c'est pour ça qu'il faut un orgue. Hein. Il faut un bon moteur, un bon soufflet parce que. Tout à fait. Chaque mécène aura son nom gravé dans les 808 tuyaux de l'instrument. C'est très émouvant parce que je ne peux pas oublier que là, eh bien, ce sont les dons de centaines de personnes qui permettent aujourd'hui à Gérard et à son équipe de travailler dessus, de le restaurer. Dans 6 mois, les notes devraient résonner dans l'abbaye. Grâce au financement participatif et à l'argent de dizaines de milliers d'anonymes, l'année dernière, une trentaine de monuments ont pu être en partie sauvés. Et ces nouveaux modes de financement participatif ne s'arrêtent pas aux portes des châteaux et des églises. Désormais, les entreprises et même les usines peuvent également en profiter. C'est le cas des célèbres Madeleine Jeannette. Après avoir frôlé la faillite il y a quelque temps, la production de la biscuiterie a pu reprendre grâce aux dons récoltés sur Internet. Plus de 500 000 € au total. C'est une belle histoire financière et humaine aussi que nous raconte Vincent Lepreux. Colombelle, dans la banlieue de Caen. Il est 7 h du matin et Régine Podgorny s'apprête à faire quelque chose qu'elle n'avait plus fait depuis 1 an et demi. Bon, bah allez, on va y faire notre première journée. Reprendre le chemin du travail. C'est reparti. Régine a 57 ans, elle vit chez sa mère. Il y a quelques jours, elle a été rappelée pour reprendre son ancien poste. Je sais pas, je peux pas te dire. Monsieur Viana sait pas qu'est-ce qu'il va me donner à faire. Pour l'instant, la joie est un peu masquée par l'appréhension. C'est un petit peu la peur au ventre, quoi. Mais bon, je pense que je fais ma rentrée des classes. Je m'en vais dans une grande école, là. Ouais, j'ai un petit peu d'appréhension, mais bon. Je pense que ça va être le temps que je mette les pieds dans les locaux. À bientôt. Régine a passé toute sa vie au Madeleine Jeannette. Elle y est entrée à l'âge de 15 ans. Et sur cette route qu'elle a empruntée chaque matin durant toutes ces années, les vestiges d'un très long combat. Voilà, tout le bâtiment qui est là, c'était l'ancienne biscuiterie Jeannette. La vieille biscuiterie et ses bâtiments vétustes sont aujourd'hui à l'abandon. Qu'est-ce qui reste là dans cette usine? Il ne reste plus rien. Plus rien du tout, là. Là, c'est vide, les machines qui ont été vendues aux enchères, tout ça. Donc là, normalement, il n'y a plus rien. C'est le désert total. Derrière ces murs, il y a peu, on fabriquait des madeleines qui étaient dégustées dans le monde entier. Et puis en décembre 2013, minée par la concurrence, incapable de trouver de nouveaux investisseurs, l'usine est placée en liquidation judiciaire. Mais la mort annoncée de la petite Madeleine de Proust révolte toute une région. D'abord, ce sont les employés qui décident d'occuper leur usine. 344 jours de lutte et au bout, un petit espoir. Le projet de Georges Viana, un entrepreneur touché par le combat des Jeannettes. Cet énarque spécialisé dans le redressement d'entreprises en difficulté veut sauver ce patrimoine national. Il propose aussi de reprendre le maximum d'anciens salariés. Malgré son expérience, les banques ne suivent pas. L'usine est condamnée à disparaître.
Georges Viana n'a plus rien à perdre. Il tente un dernier coup de poker. Il lance un appel aux Français des dons en argent contre des madeleines. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding, le financement par la foule. 2076 anonymes répondent présents. Les 100 000 € récoltés permettent de gagner un peu de temps. Cela a marché une première fois. Alors Georges Viana retente le coup. Cette fois, le patron recueille de quoi relancer la machine. 400 000 €. Dès le mois de juin, Georges Viana commence par réembaucher 2 personnes. Puis petit à petit, il réintègre les anciens salariés pour préparer le retour des Madeleine Jeannette. C'est aujourd'hui le grand jour. C'est dans des locaux flambant neufs juste à côté de Caen que les Jeannette redémarrent à zéro. Régine n'avait pas revu ses camarades de lutte depuis des mois. Oh, l'autre. Bonjour. Marie-Claire travaille à l'installation des nouvelles machines depuis 2 mois. Vous allez bien? Janine et Ginette travaillent à la production. Ginette. Elles sont arrivées le matin. Ça fait tout drôle, hein? Ça fait tout drôle. Pour l'instant, ils ne sont que 8. 8 sur les 34 salariés que comptait l'usine. Ça va, toi? Eh ben écoute, oui, et toi? Oui, ça va. Je pense aux camarades qui sont encore... Bah ouais, bah moi aussi, tu vois, j'avais un petit peu la boule au ventre. Mais bon, non, ça va aller. Oh, je pense que ça va. Ouais. Voilà. Pour débuter cette première journée, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. un travail plutôt inhabituel attend Régine. Il lui faut goûter les nouvelles madeleines. Rien à voir avec celles plus traditionnelles qu'elle fabriquait avant. Saveur yuzu, chocolat, noisette. Pour sauver la marque et ne plus être étranglé par les prix pratiqués dans la grande distribution, Georges Viana a décidé de miser sur le haut de gamme. Délicieux, celle-là. Ah oui, là oui. Du goût et l'odeur. Oui, on rentre maintenant dans le vif du sujet, mais bon, on va peut-être nous laisser un peu le temps de s'intégrer à tout ça, quoi. Parce que bon, depuis le temps qu'on a arrêté de travailler, ça va vite revenir, mais on en a perdu aussi. Régine ne réalise pas encore. Cette formalité administrative va un peu l'y aider. Merci. Le contrat. C'est notre compte de travail. Oui. C'est un trésor qu'on a. J'espère qu'on va vivre une belle aventure. Ah oui, non, bienvenue chez la nouvelle Jeannette. On marque lui et approuvé. Un contrat à durée indéterminée, payé au SMIC. Dans toute une vie de travail, c'est seulement le second contrat que Régine signe. Jeannette, c'est plus qu'une entreprise. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un symbole. Aujourd'hui, vous êtes la démonstration qu'il y a des batailles qui peuvent être gagnées. Encore quelques heures pour tester les recettes avant de passer au moment crucial, la production. Et il y a tout à apprendre. L'entreprise a délaissé l'automatisation pour des fours plus artisanaux. C'est sûr que ça va changer par rapport à l'industriel. Hein. Que là, on n'avait qu'à attendre et puis voilà, hein, ça se faisait tout seul. Hein. Que là, 38 en arrière. Dans ces nouveaux ateliers, il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton pour fabriquer une tonne de madeleine. Désormais, on fait fondre le beurre, on pétrit, puis on dose au gramme près. Et on ne cuit que quelques centaines de madeleines à la fois. Il fallait voir, je faisais à peu près entre 800 et 1 tonne à l'heure sur une ligne, sur chaque ligne. Là, logiquement, on est parti pour faire 1 tonne une journée. Dans la logique des choses. C'est vrai que ce que je fais dans une journée, je le faisais en 1 heure. C'est totalement différent. À l'heure de la première fournée destinée à la vente, la tension est palpable. Même Georges Viana ne peut s'empêcher de passer une tête. Le bouillet. Ah ouais, elle va être pas mal. Je pense que c'est peut-être la première fournée. Oh, Billy, pardon, si je t'oublie, ma grande. Nouvelle méthode de production, nouveau goût, nouvelle boîte et même nouveau logo. Dans quelques jours, il faudra être fin prêt.
La foire internationale de Caen a lieu et avec elle, le verdict tant attendu du public sur ces nouvelles madeleines de luxe. De retour chez elle, Régine savoure cette sensation de rentrer du travail après 1 an et demi de chômage. Regarde. Pardon. Ah, c'est ton contrat de travail. Oui. Ah, bon. Tu vois. Alors, j'en ai un exemplaire et puis j'ai signé l'autre qu'on a laissé à M. Viana. C'est bien. Bah oui, en arriver là, ça fait plaisir quand même. Si tout le monde sont repris, ça sera bien. Il ne faut pas penser qu'à nous. Les madeleines, c'est toute leur vie. Elles ont d'ailleurs participé à la campagne de dons sur Internet pour sauver l'entreprise. Nous, on en a mis, nous. Hein. Et on a mis... 300 €. Oui. Et excusez-moi, mais j'ai un principe de ne pas donner 5 € pour remonter une usine. Non, mais tu as des gens qui ont mis comme là pour clôturer le truc. Moi, j'ai dit que c'était bien. Ces gens-là ont du cran pour mettre une sacrée somme, quoi. Je n'admets pas des gens qui donnent... T'as 2 particuliers qui ont mis 50 000 € et puis un 100 000 €. C'est beau. Et vous les connaissez, ces gens-là? Non. Non, on ne connaît pas du tout. 100 000 €, même pour sauver une marque centenaire, le pari était plutôt risqué. Mais les madeleines Jeannette ne sont pas de simples gâteaux, elles ont bercé plusieurs générations de Normands. L'un des investisseurs qui est entré au capital est un homme plutôt discret d'habitude. Il habite cette grande propriété à quelques kilomètres de l'ancienne usine. Et en matière d'investissement, M. Réol est quelqu'un de très réfléchi. C'est la seule voiture qui prend avec laquelle on va gagner de l'argent. Parce qu'ils ont arrêté la fabrication. Il a vécu près de 50 ans en Amérique latine. Il y a géré un business florissant dans l'automobile. C'est une très jolie voiture. C'est ce qui lui a donné le goût des belles choses. Mais de son enfance à Caen, M. Réol a surtout gardé le goût des bonnes madeleines. L'avoir déjà, c'est exactement ça. C'était vraiment ça. C'était la récompense. Excellent. Ben, les madeleines Jeannette, pour moi, ça représente ma jeunesse. C'est donc il y a déjà quelques semaines. C'était la collation, c'était la grand-mère qui venait avec des madeleines, bien sûr. C'était les madeleines Jeannette, c'était les meilleures. Tout ce que faisait la grand-mère, c'était ce qui se faisait le mieux. Alors il a investi spontanément 100 000 €. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, finalement, que cet argent vous rapporte beaucoup? Non, non. Me rapporte et m'offre quelques madeleines. Demain, les 200 000 visiteurs de la foire internationale de Caen partageront-ils l'enthousiasme de M. Réol? Quel accueil le public réservera-t-il à ces nouvelles madeleines haut de gamme? Derniers instants d'incertitude pour les ouvrières, en costume traditionnel pour l'occasion. Ah, la boule au ventre, là, ce matin. Hein. On a la boule au ventre, mais on est content. Dans le sac. Après 2 ans d'absence, les madeleines ont droit à une arrivée de stars. Alors là, Jeannette qui arrive, c'est Annick. Allez, le stress est parti. La fête peut commencer. Ah non, c'est bien. Régine, Marie-Claire, Rosa sont immédiatement submergées. C'est bon, on a acheté les madeleines 6, 7 boîtes pour offrir et faire connaître Jeannette. Aujourd'hui, on avait dit qu'on passerait absolument sur ce stand. Voilà. Et on voulait dire félicitations aux gens qui se sont battus pour rester sur Caen. Et bon courage pour votre aventure et j'espère qu'elle perdurera très très longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous m'avez mis les 2 boîtes. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, très bien. Et s'il restait encore quelques doutes quant au succès de leur madeleine, ils sont rapidement dissipés. La foire n'a commencé que depuis quelques heures et le stand est pris d'assaut. Des 12, on n'en a plus. Alors, une unité, une 4. D'accord. Alors, des 4, il n'y en a plus non plus. Il ne reste plus que 2 boîtes de pistache, voyons. Des boîtes de 4, il ne vous en reste pas, du coup? Non, non, tout est parti. Toute la journée,
Georges Viana va vendre ses madeleines, mais il va surtout remercier les donateurs de la première heure. Quelques-uns des 2076 particuliers qui ont fait le déplacement. Ils sont venus se faire rembourser en madeleine. J'ai mis 20 €. Voilà. Jeannette, c'est ancré dans la vie des Canets, des Normands, et voilà. Je me devais un peu d'y participer à ma façon. Encore merci à vous, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Ah, c'est pas grand-chose, mais enfin voilà. Georges Viana le répète à l'envi. La réussite du jour, c'est celle de ces anonymes. Les banquiers ne nous suivaient pas au départ, et donc sans les particuliers qui nous ont aidés, on ne serait pas là. En quelques heures, les 2 tonnes de madeleines produites les semaines précédentes ont trouvé preneur. Il y a de la rupture de stock en fait. L'oreille, ce qu'on n'a plus, parce que sinon, il me reste les 2 dernières. Là. Pour Régine et les autres Jeannettes, une nouvelle vie commence grâce au crowdfunding et à l'argent de milliers d'anonymes. Sauver le patrimoine français, c'est aussi le combat d'une famille pas comme les autres, la famille Guyot. Ce sont des amoureux de la vieille pierre qui font revivre des châteaux en mauvais état. Michel, Jacques, Catherine et leurs 4 enfants, eux aussi utilisent le financement participatif via les billets d'entrée pour les visites. Grâce à eux, des territoires entiers reprennent vie. Une famille au secours du patrimoine, grand reportage signé Hakim Abdelkalek. C'est l'un des plus beaux châteaux de l'Aube, à côté de Troyes. Le château de Vaux et son domaine de 60 hectares. Ils ont appartenu à un ministre éphémère de Napoléon III. Aujourd'hui, l'éclat s'est un peu terni, le domaine n'est plus entretenu depuis plus de 50 ans. Et avec lui, c'est comme si toute une page de l'histoire de France menaçait de s'écrouler. Jusqu'à ce qu'un jeune homme de 23 ans, Édouard Guyot, tombe amoureux de l'endroit et qu'il récupère en juin dernier les clés du château de Vaux. Sauver les chefs-d'œuvre en péril, sa famille a ça dans le sang. Édouard a même arrêté ses études pour consacrer sa vie aux vieilles pierres. À 23 ans, vous avez un château. Bah oui, c'est comme ça. C'est un bâtiment exceptionnel. Moi, j'ai eu le coup de foudre et ouais. Je suis propriétaire en tout cas. Vous êtes endetté? Alors endetté sur 20 ans, oui. C'est pas un petit emprunt d'ailleurs. Et donc voilà, à peu près 500 000 €, voilà. Et pour 500 000 €, voilà ce qu'il a acheté. Un bâtiment qui a de l'allure vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une ruine. Le château a été pillé au fil des années. Ici et là, on peut trouver des ultimes vestiges des splendeurs du passé. Édouard en a pour plus de 20 ans à le retaper, mais ça n'a pas l'air de l'effrayer plus que ça. Là, on avait un sol en chêne également. On avait un très beau parquet Versailles. On a retrouvé un vestige de ce parquet et tout le reste a disparu. Donc soit ça a été volé, soit c'était simplement en très mauvais état. Ils ont tout démonté, vous voyez. Et on a encore un très joli papier peint, qui est un papier peint 18e, qu'on a prévu de faire restaurer. La restauration, un exercice parfois périlleux. Coût estimé des travaux, 2 millions d'euros. Dont une bonne partie va être absorbée par la seule toiture. En urgence, Édouard a fait installer de la tôle, le temps de pouvoir poser les tuiles en ardoise. Mais pour faire rentrer de l'argent rapidement dans les caisses, Édouard a un plan, un modèle que son père et son oncle, propriétaires de château aussi, ont mis au point il y a très longtemps. Déjà, il y a l'accueil d'une colonie de vacances à partir de l'année prochaine, qu'on est toujours en train de rechercher. Il y a le projet touristique, donc voilà, 5 à 10 000 visiteurs par an. Bon, voilà, ça fait des petites sommes, mais tout ça mis bout à bout peut générer des revenus et surtout rembourser les emprunts. Et également une salle de réception avec un gîte de groupe. Ce sont les dépendances du château en meilleur état qui abriteront ces activités. Pour ce qui reste du château, Édouard et Paul, son seul collaborateur bénévole, ont un peu de boulot. Par quel bout commencer? Je pense d'abord qu'il faut qu'on déblaye tout. On déblaye en premier. On déblaye en premier et dès qu'on voit clair sur le sol, on balaye. Édouard ne peut pas se permettre d'attendre 20 ans avant d'ouvrir le château au public. C'est pas cassé, ça peut se garder, on va la mettre là-bas. Il a besoin de faire rentrer de l'argent pour rembourser son emprunt.
Le château doit donc pouvoir accueillir des visiteurs payants dès le printemps prochain. Vous voyez l'état de la chaise là. Après 2 siècles dans les cuisines, on pense qu'elle est en bon état, mais regardez. Ça va aller dans le feu. Ah bah tiens papa. Ah bah où est-ce que vous en êtes là? Bah on vient d'attaquer là. Je vais vous filer un petit coup. Oh dis donc, vous avez commencé à dégager le dallage là? Et voici Jacques Guyot, un autre fou de patrimoine, qui sait voir des trésors là où on ne remarque rien. Génial. Il y a tout. Il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a quasiment rien à faire. C'est nickel. C'est lui qui a transmis à son fils l'amour des châteaux, car chez les Guyot, c'est génétique. Vous vous souvenez ce qui s'est passé il y a 40 ans pour vous et votre frère? Il y a 40 ans, oui, il y a 40 ans, on arrive à Saint-Fargeau, c'est un chantier titanesque, 2 hectares de toiture à refaire, des plafonds effondrés comme ici. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un éternel recommencement, c'est merveilleux. Ça fait un espèce de flashback à travers mon fils, c'est très émouvant. Voilà en effet 40 ans que les Guyot font parler d'eux. Ils sont 2 frères, Michel, 32 ans, et Jacques, 28 ans. Et puis, on en est tombé amoureux. C'était un petit peu le château de la Belle au Bois dormant. Contrairement aux apparences, ils ne sont ni nobles ni riches à millions. En 1979, ils viennent de s'endetter à hauteur de 150 000 € à l'époque pour acheter ce château dont l'État ne veut plus, à 1h30 de Paris. L'un est peintre, l'autre charpentier. Michel, lui, sorti des Beaux-Arts, pourrait jouer au décorateur inspiré s'il n'était aussi maçon et comptable, guide et jardinier. Depuis tout petit, leur père, un décorateur, leur a transmis la passion, le goût des belles choses. C'est le début de la saga Guyot. Grâce à un modèle économique bien rodé, ils vont devenir les serial repreneurs de châteaux les plus célèbres de France. En 1987, Jacques et sa femme acquièrent le château de la Ferté-Saint-Aubin en Sologne. Ils rénovent tout grâce à l'argent des touristes, mais aussi des salles de réception qu'ils louent et des gîtes ruraux qu'ils gèrent. La cour d'honneur est redessinée, les toitures refaites, la chapelle réhabilitée. Il y a aussi Beauménil en Normandie, un joyau du XVIIe siècle. Aujourd'hui, la famille possède en tout et pour tout 6 châteaux. Tout a commencé ici à Saint-Fargeau, près d'Auxerre. Et depuis 40 ans, Michel fait toujours la même chose. Pour la visite, messieurs, dames. Au début de chaque visite. Bien, je vous souhaite la bienvenue au château de Saint-Fargeau. Le château évolue. Il rappelle aux touristes que c'est en grande partie grâce à leur ticket d'entrée à 10 € que le château est toujours debout aujourd'hui. Flanqué de 5 ailes et 6 tours. Mais on l'a bien fait pour l'heure, c'est vous qui, par votre présence, par votre visite, nous aidez à restaurer cette grande maison. À titre indicatif, vous voyez le bulbe et l'épi d'orge. On était parti sur un devis de 140 000 € et en fait, le devis total a dépassé les 300 000 €. Bon, uniquement pour un petit lanternon. Voilà. On va se diriger maintenant, si vous le voulez bien, vers le porche et commencer la visite guidée. 40 ans après avoir acheté le château, Michel Guyot peut compter sur un budget moyen de 600 000 € par an, de quoi se payer lui et 2 employés. Le reste est entièrement investi dans l'ancienne demeure d'Anne-Marie-Louise d'Orléans, la cousine germaine de Louis XIV, la plus riche héritière du royaume de France. Malgré que ce fût un des plus beaux partis d'Europe, elle avait quand même failli épouser le roi du Portugal, l'empereur d'Allemagne, le roi d'Angleterre et même son cousin Louis XIV. Mais toujours, malheureusement, ces mariages échouèrent. Et lorsqu'on regarde attentivement la gravure du haut, eh bien, on devine un petit peu pourquoi. Allez, on va passer dans le grand salon. Grâce à la famille Guyot et à l'argent des visiteurs, Saint-Fargeau a donc retrouvé un peu de son éclat d'antan. Si on n'avait pas nos 35 000 entrées par an, on n'avons aucune fortune et on serait absolument incapable d'assurer la grosse charge de Saint-Fargeau. Lorsqu'un visiteur prend un billet qui coûte 8 ou 10 €, quand vous multipliez par 30 000, voilà le budget Saint-Fargeau, voilà avec quoi on fait. On fait les toits, on entretient les allées, on restaure les intérieurs, voilà. Et de ce château dépend désormais une bonne partie de l'économie du village, situé juste à la sortie. Indirectement, grâce aux frères Guyot, cette commune de 1700 habitants avec ses nombreux commerces a su éviter le déclin. À partir du moment où on reçoit des touristes, il faut des bars, il faut des restaurants, il faut des magasins d'alimentation, des magasins de souvenirs, des choses comme ça. C'est l'énergie du village, hein, c'est l'énergie de Saint-Fargeau. Hein. C'est pas le château, ça serait un village en train de mourir, mort.
comme beaucoup malheureusement. 35 000 visiteurs par an, c'est beaucoup. Mais cela ne suffit pas à couvrir les frais. Allez. Alors, dès l'achat de leur domaine, les Guyot ont imaginé un grand spectacle historique pour attirer encore plus de monde. Comme au Puy du Fou, qui avait ouvert 1 an avant eux. Ce matin, Michel et ses 2 filles répètent l'une des scènes de salut pour la représentation de ce soir. Moi bien. Ça doit être propre, nickel. Les chevaux doivent être au bouton et c'est pas toujours simple parce que parfois ils ont leurs humeurs et ils sont pas forcément prédisposés à faire le mouvement qu'on leur demande. Top! C'est pas mal. Waouh! À la carne. Et pour son spectacle, ça bondit, hein? Michel Guyot compte sur la bonne volonté de tous, notamment des bénévoles venus de la région qui font le show avec lui. Mais elle n'est pas là, la maman. Bonjour. Elle est au fond. Elle est au fond, la Jojo? Josiane, la 2e génération, la mémé. Salut. Josiane, Oui, sans qui il n'y aurait pas de spectacle. Quand il fait beau. Elle est la costumière en chef, la reine de la récup. Donc après, je fais beaucoup de costumes comme ça, avec du tissu d'ameublement. Alors, où on les achète, où il y a des gens qui nous voient quand on passe à la télé et qui nous donnent leur double rideau. Et avec les doubles rideaux, on fait des costumes comme ça, vous voyez, de marquis. Une pro du système D, qui recycle aussi les robes de mariée. Alors ça, c'est ma réserve. J'ai marqué rentrée interdite pour pas que tout le monde vienne fouiller. Et qui vous a donné toutes ces robes de mariée? Alors là, celle-là, je ne sais plus. C'est un monsieur qui m'a téléphoné en me disant « J'ai des robes de mariée, je vais vous les amener ». Je lui ai dit oui. Il n'a pas donné de carte, ça fait qu'on n'a même pas pu le remercier, ni lui dire quoi que ce soit. Gratuitement. Gratuitement. Saint-Fargeau, c'est donc une longue chaîne d'entraide. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Et toi? Et comme Josiane, ils sont désormais 600 bénévoles à se retrouver avant les spectacles, sur de grandes tablées réparties aux 4 coins du domaine. Eh bien, bon appétit. Contrairement à Michel Guyot, ce château n'appartiendra jamais à toutes ses petites mains. Et pourtant, il continue à venir travailler ici gratuitement. Pourquoi vous êtes bénévole? Parce que c'est super bien. C'est le château, c'est une deuxième famille, c'est juste génial. Ça veut dire quoi, une deuxième famille? Bah, c'est qu'on fait la fête, on rigole, on pleure, on fait tout ensemble. Bah, Michel Guyot, par l'idée de lancer ça, nous a apporté du rêve. Voilà, nous on participe à son rêve et il nous fait aussi rêver un petit peu aussi. Voilà. Déjà, les premiers spectateurs arrivent. Dans quelques heures, la reconstitution historique va commencer. Au cœur de la Dordogne, non loin de Bergerac. Faire revivre les châteaux, c'est aussi l'obsession d'Alice. Alice Guyot, la nièce de Michel. Elle a fait de son château une sorte de parc d'attractions, époque médiévale. Les visites classiques, on s'est rendu compte que ça n'intéressait pas les jeunes. C'est triste à dire, hein, mais ça n'intéresse plus les jeunes. Et donc, on a essayé de trouver des idées pour redonner envie en fait, à ces familles, à ces jeunes, de redécouvrir les monuments. C'est pas un casque, hein, mais... Elle est la Benjamine du clan. Hop, ce serait un peu grand pour toi, mais ça sera mieux que ça, c'est une épaulette. 19 ans et déjà de grosses responsabilités. Elle a en charge la gestion du château de Bridoire. Une plus grande tête que 45 000 visiteurs par an. Ah, mais il y a toute une technique. Là aussi, ça fait partie du concept, le château des jeux. Voilà, bon, bah, c'est pas mal. Une des attractions phares. Ça manque de précision, tout ça, hein? Mais Alice ne mène pas vraiment la vie d'une princesse. Elle est au four et au moulin pour préparer elle-même les repas des visiteurs. Si tu peux après les mettre derrière, tes quiches. À 19 ans, elle a préféré stopper ses études pour faire comme le reste de la famille. Quand on est passionné, il faut aller au bout de ses passions. Et ça, généralement, ça nous le rend bien. Quand on est motivé, ça marche. C'est avec son père Jacques qu'elle entreprend de sauver ce château. Quand les Guyot arrivent en 2011, il appartient à la famille de l'empereur Bokassa, ancien dirigeant de la Centrafrique. Il voulait installer ici son fils et sa future compagne. Le fils de Bokassa n'a jamais mis les pieds ici, il n'a jamais épousé sa bergeracoise, son père a sauté très rapidement de son trône en plastique, donc tout ça est devenu nul et non avenu. Et puis quelques mois après, la porte a été fracassée et puis il y a eu le début de 22 ans de pillage.
Les Guyot rachètent le château à l'État français pour 700 000 €. Une affaire a priori. Sauf qu'à l'intérieur... Peu de boulot. On a changé 500 carreaux qui avaient été cassés volontairement avec des pierres, 40 mètres cubes de gravats, de saloperies, de détritus qu'il a fallu évacuer, des matelas partout. Enfin, c'était une horreur, c'était une horreur. Alors, pendant des mois, aidés par les voisins et des bénévoles de toute la région, la famille Guyot va redonner vie au château de Bridoire. Voici par exemple la salle de billard avant et après transformation. Et ça, c'est le salon. 700 000 € de travaux. L'État a subventionné les rénovations à hauteur de 40%. Le reste, c'est l'argent des touristes. Comme ce soir. On est prêt pour le tir à la corde. Allez! Le grand public est plongé de nuit dans l'univers du Moyen-Âge. Alice Guyot peut enfin jouer les châtelaines. L'espace de 2 heures. Le temps s'est complètement arrêté à Bridoire et là, la vie reprend et c'est vrai que de nuit, c'est magique. Ça donne vraiment une impression, oui, d'y être comme à l'époque et de faire revivre ces vieilles pierres. À 500 km de là, au château de Saint-Fargeau. Au même moment, le spectacle nocturne commence. Jeanne d'Arc entre en scène. Connaître aux Anglais l'âcre goût de la défaite. Face aux 4000 spectateurs ce soir, ce sont 600 bénévoles et 1000 ans d'histoire qui défilent. Jeanne d'Arc, la Révolution française, la Libération. La grande histoire se mêle à celle du château et ses péripéties reconstituées en 3D. Ce soir, mission réussie, la famille Guyot a redonné vie à ces châteaux vieux de plusieurs siècles et contribue à sauver notre patrimoine. Et grâce à la famille Guyot, 6 châteaux en France ont déjà été sauvés, avec à chaque fois des retombées en termes d'emploi et d'activité. La semaine prochaine, changement d'univers. On prendra la route des vacances, voyages thématiques, week-ends collaboratifs ou encore immersion à la découverte d'un métier. On s'intéressera au boom des vacances sur mesure. Rendez-vous samedi prochain, 14h40 sur France 2 pour Tout compte fait. Merci de votre fidélité et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.